Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on a une mission qui est vraiment très ciblée. Très ciblée, oui, et super intéressante. C'est ça. On a épluché une véritable montagne de données médicales, de protocoles chirurgicaux, des recommandations post-opératoires, et tout ça pour un auditeur bien précis. Notre fameux médecin généraliste belge. Absolument. Le but ici n'est évidemment pas de lui réapprendre la médecine, on est d'accord. L'idée, c'est de synthétiser toutes ces sources pour en tirer des stratégies de communication, en fait. Des mots simples, ouais. Voilà, des explications claires, rassurantes, qu'il va pouvoir utiliser tous les jours en consultation pour démystifier la hernie inguinale face à ses patients. Et c'est un exercice de traduction qui est juste indispensable sur le terrain. Parce que, bon, le langage chirurgical, il est précis, d'accord, mais il est surtout très anxiogène pour le grand public. Ah, ça c'est clair. Le médecin de famille, c'est un peu le premier rempart. C'est lui qui doit amortir le choc d'un diagnostic qui peut paraître impressionnant. Et ce que nos sources montrent bien, c'est que vulgariser ces concepts biomécaniques, ça ne veut pas dire perdre en rigueur scientifique. Non, bien sûr que non. C'est juste adapter le message pour que le patient comprenne, sans paniquer. Exactement. Et en lisant nos documents, je vois que notre médecin fait face à des défis hyper concrets dans son cabinet. Déjà, il y a cette surprise, même pour un praticien expérimenté, de voir que toute hernie ne doit plus systématiquement être opérée. Ça, c'est un vrai changement de paradigme. Ouais. Et puis, il y a aussi la gestion de l'inguinodynie. La douleur chronique. C'est ça, la douleur chronique après l'opération. Les données montrent que ça touche un pourcentage non négligeable de patients. Donc on va décortiquer tout ça en gardant un discours universel, sans citer de statistiques purement régionales ou de noms d'institutions. Le plus important, c'est de donner de bons outils narratifs, que le patient se sente compris, qu'il arrête d'imaginer le pire et surtout qu'il devienne acteur de sa santé au lieu de subir l'angoisse. Bon, entrons dans le vif du sujet. Regardons un peu la mécanique du corps humain. Et cette fameuse attitude attentiste. Le watchful waiting. Voilà. Je lis dans nos données que pour un homme qui a une hernie peu ou pas symptomatique, le risque d'étranglement n'est que de 5%. Ce qui est vraiment très bas. C'est rien du tout, 5%. Donc on n'est pas obligé de courir au bloc opératoire, hein. Pas du tout. Et cette statistique, c'est une arme formidable pour le médecin. Avant, le dogme, c'était on trouve un trou, on le bouche immédiatement. Aujourd'hui, la littérature prouve que surveiller, c'est une option totalement sûre pour cette population. Donc on peut s'appuyer sur ces 5% pour calmer un patient qui s'imagine déjà avec l'intestin nécrosé. Exactement. Mais attention, il y a une exception clinique majeure à cette règle. Oui, les textes sont formels là-dessus. Ça ne s'applique absolument pas aux femmes. Pas du tout. Chez la patiente féminine, le risque d'étranglement explose. On parle de 35 à 40%. C'est une différence vitale. Et l'explication est purement anatomique. Chez la femme, on a affaire beaucoup plus souvent à une hernie crurale ou fémorale. En gros, l'orifice par lequel les tissus passent est beaucoup plus étroit et rigide. Ce qui coince le tissu beaucoup plus facilement. Voilà, ça multiplie le risque d'incarcération. Donc en consultation, le discours change du tout au tout. Pour une femme, une hernie, même si elle ne fait pas mal du tout, c'est direction la chirurgie recommandée systématiquement. D'accord. Alors, imaginons la salle d'attente de notre auditeur. On a un jeune homme actif, disons Soufiane. Il vient parce qu'il a remarqué une petite boule, une gêne dans l'aine. Et il pose la question classique. Est-ce que ça va passer avec du repos? C'est ça. Docteur, donnez-moi un médicament, je ne veux pas être opéré. Comment le médecin explique à Soufiane que son orifice musculo-pectinéal ne va pas se refermer par magie? Il faut sortir de l'idée de la maladie. Une hernie, ça ne réagit pas aux anti-inflammatoires ou aux antibiotiques. Le mieux, c'est d'utiliser une analogie mécanique. Comme dans les documents, l'histoire du pneu. Exactement. C'est l'image la plus parlante. Vous prenez un pneu de vélo ou de voiture qui a une petite entaille sur le côté. La chambre à air pousse contre cette entaille. À chaque effort. Voilà, à chaque fois qu'on augmente la pression, en toussant, en portant un meuble, ou même aux toilettes, la pression appuie sur cette faille. Mécaniquement, le trou ne peut que s'agrandir, il ne va jamais rétrécir. C'est hyper visuel. Mais du coup, Soufiane risque de paniquer et de se dire que c'est une urgence absolue. C'est là que l'éducation thérapeutique entre en jeu immédiatement. Le médecin demande à Soufiane de s'allonger, il lui montre comment réduire les hernies lui-même en repoussant doucement la petite boule vers l'intérieur. Pour lui montrer que ce n'est pas coincé. C'est ça. Si ça rentre facilement et que ce n'est pas douloureux, l'urgence vitale est écartée. L'urgence, la vraie, c'est uniquement si la grosseur devient dure, très douloureuse et impossible à repousser. Très clair. Mais prenons un autre profil, René.
Un patient un peu plus âgé qui arrive fier de lui parce qu'il a acheté un bandage herniant sur Internet pour éviter le billard. Ah, le fameux bandage hernière. Comment on gère René sans le braquer? On valide son besoin d'être soulagé. C'est vrai que la ceinture apporte un soutien externe, ça diminue la sensation de lourdeur. Mais on reprend notre pneu. Le bandage, c'est comme mettre du gros ruban adhésif sur l'entaille du pneu. Ça retient la chambre à air un moment. Oui, mais ça ne répare absolument pas les fibres déchirées en dessous. Et nos sources médicales précisent même qu'un port prolongé peut créer des adhérences tissulaires. Ce qui complique l'opération par la suite. Exactement. C'est une béquille, rien d'autre. Bon, une fois que le patient accepte l'idée de l'opération, on passe au choix de la technique. Et là, c'est la foire aux questions. Les patients se renseignent beaucoup. Oui, ils arrivent avec cette idée d'opposer la chirurgie classique et la méthode des petits trous, la cœlioscopie, Les fameuses approches laparoscopiques, TEP et TAP. sans forcément donner ces acronymes barbares aux patients. Comment on différencie les deux simplement? En fait, que ce soit la TEP, où on reste dans la paroi, ou la TAPP, où on passe par la cavité abdominale, le grand avantage pour le patient, c'est la réduction de la douleur juste après l'opération. Et on récupère un peu plus vite. C'est ça. Le gros bémol, c'est que ça nécessite de gonfler le ventre avec du gaz carbonique pour que le chirurgien puisse voir et travailler. Donc, anesthésie générale obligatoire. Et ça nous amène à Giovanni. Giovanni, c'est le patient qui a une terreur absolue de l'anesthésie générale. Il ne veut pas être endormi. Et c'est une angoisse très courante, c'est pour ça que la chirurgie ouverte classique, la voie ouverte de Liechtenstein, n'est pas du tout une technique du passé. Celle avec l'incision au pli de laine? Voilà, son atout majeur, c'est sa flexibilité au niveau de l'anesthésie. Le médecin peut vraiment rassurer Giovanni en lui disant que ça peut se faire sous rachianesthésie, on n'endort que le bas du corps, ou même sous anesthésie locale avec une petite sédation ou de l'hypnose. Ça, c'est un argument massif pour débloquer la peur de l'intervention. Absolument. Ensuite, quelle que soit la méthode, il y a le grand mystère de la prothèse, le filet. Le mot prothèse pose vraiment problème en consultation. Filet, treillis ou moustiquaire. Il faut expliquer que c'est fait en polypropylène. C'est extrêmement fin et souple. Et surtout, c'est inerte. Pas de cancer, pas d'allergie. Mais le patient demande toujours, est-ce que mon corps va le rejeter? Est-ce que je vais le sentir en lassant mes chaussures? Non, et l'explication est fascinante. Ce filet ne fait pas juste office de couvercle. Le corps va envoyer ses propres tissus cicatriciels pousser à travers les mailles du filet. Ça fusionne. Totalement. Le muscle et le treillis deviennent une seule paroi hybride ultra résistante. Une fois intégré, on ne le sent absolument plus. J'ai une question un peu amusante dans les dossiers, mais que Giovanni, qui voyage beaucoup, pose très sérieusement. Est-ce que le filet fait sonner les portiques de sécurité à l'aéroport? Ça fait toujours sourire les chirurgiens, mais l'inquiétude est réelle. La réponse est factuelle, c'est du plastique médical. Aucun métal, donc aucune chance de faire sonner un détecteur. Et niveau infection avec ce corps étranger? C'est extrêmement rare. Moins de 1% d'infection pour la cœlioscopie et autour de 2,5% pour la voie ouverte. C'est l'un des taux de complications les plus bas en chirurgie. Ok, donc l'opération s'est bien passée. On aborde la phase qui intéresse tout le monde, la convalescence. Prenons Jean de Dieu. Notre cycliste? Elle, s'il peut aller faire ses courses, porter ses petits-enfants, qu'est-ce que le généraliste doit lui donner comme délai précis? La première chose à dire, dès la sortie de l'hôpital, c'est qu'il faut marcher. Rester allongé toute la journée, c'est une erreur. La marche douce aide la cicatrisation? Exactement. Ensuite, pour reprendre le volant d'une voiture, on conseille généralement d'attendre 2 à 7 jours, le temps de ne plus avoir cette douleur aiguë qui empêcherait de faire un freinage d'urgence. Et pour le vélo électrique de Jean de Dieu? On parle de 3 à 4 semaines, très en douceur, sans se mettre en danseuse. D'accord. Mais pour les courses et les petits-enfants? Là, on est intransigeant. La règle d'or, c'est 0 charge de plus de 5 kg pendant 6 semaines entières. Pas de jardinage lourd, pas de sac de terreau. C'est le temps physiologique nécessaire pour que les tissus colonisent le filet solidement. C'est bon à savoir. Il y a aussi un aspect psychologique en post-opératoire. Le médecin doit anticiper des trucs un peu effrayants, mais complètement normaux. Oh oui, la communication préventive est cruciale, surtout chez les hommes. Vous parlez de l'œdème. L'œdème scrotal, oui. Il y a des fluides inflammatoires et des petits saignements liés à la chirurgie. Avec la gravité, tout ça descend dans les bourses. Ça peut gonfler de façon assez impressionnante et devenir tout bleu. Si on ne prévient pas le patient, il fait une attaque en plein milieu de la nuit. C'est ça, il fonce aux urgences. Mais s'il est prévenu, il sait que c'est normal. Il faut aussi lui dire qu'il va sentir un endurcissement, une espèce de cordon dur sous la cicatrice.
Ce n'est pas la hernie qui revient, ni une tumeur. C'est juste le processus de cicatrisation. Anticipation, c'est le maître mot. Et ça nous amène à l'éléphant dans la pièce, le vrai grand défi de notre auditeur au quotidien. L'inguinodini. La fameuse douleur chronique. On parle de douleurs qui persistent bien après la cicatrisation. Les chiffres sont quand même dingues, ça touche entre 10 et 20% des opérés. C'est le talon d'Achille de cette chirurgie. On a longtemps cru que si le trou était bouché, c'était un succès. Sauf que la région de l'aine, c'est un vrai carrefour neurologique. Il y a plein de petits nerfs sensitifs. Le nerf ilio-inguinal, par exemple. Oui, et pendant l'opération, ces nerfs peuvent être étirés, pris dans la cicatrice ou irrités par le filet lui-même. La douleur est neuropathique, elle est bien réelle, ce n'est pas dans la tête du patient. Et souvent, ils se sentent un peu abandonnés par le chirurgien qui a fait son job. C'est le généraliste qui gère la crise. Concrètement, si le patient revient à 3 ou 4 semaines avec des brûlures ou des coups de poignard dans l'aine, on fait quoi alors? On n'attend surtout pas. Il ne faut pas dire « soyez patient, ça va passer dans 6 mois ». Si le système nerveux mémorise la douleur, c'est fini. Il faut attaquer avec des antalgiques forts, des anti-inflammatoires tout de suite. Et si ça ne passe pas? Si à 4 ou 6 semaines ça ne cède pas, le médecin doit absolument renvoyer le patient vers une consultation chirurgicale ou mieux vers un centre antidouleur. Une prise en charge précoce, ça change tout le pronostic. C'est un plan d'action hyper clair. Terminons avec 2 peurs qui reviennent souvent. La première, c'est la récidive. Est-ce que ça peut lâcher? Les données sont très rassurantes aujourd'hui. Avant l'ère des prothèses, on tirait sur les muscles pour refermer. Ça lâchait souvent. Les récidives étaient de 2 à 8%. Avec la réparation sans tension grâce au filet, le risque s'est effondré. On est entre 1 et 5% maximum sur le long terme. La réparation est vraiment solide. La deuxième peur, et c'est très tabou, c'est la fonction sexuelle. Beaucoup d'hommes ont peur pour leurs érections ou la vitalité de leurs testicules après cette chirurgie de l'aine. C'est une angoisse muette. Le médecin doit prendre les devants. L'argument anatomique est imparable. Les nerfs responsables de l'érection et de l'éjaculation ne sont pas du tout dans le pli de l'aine. Ils sont beaucoup plus profonds. Dans le petit bassin, près de la prostate. Donc il n'y a absolument aucun risque pour la mécanique sexuelle. Quant aux testicules, on manipule le cordon spermatique, d'où le gonflement, mais une lésion vasculaire définitive est exceptionnelle de nos jours. Bon, je crois qu'on a fait le tour. L'objectif, c'était de donner une vraie boîte à outils à notre médecin sur le terrain. Il a l'analogie du pneu pour la mécanique, la moustiquaire pour le filet. Il a les délais de convalescence, 3 semaines pour le vélo, 6 semaines pour les 5 kilos. Et surtout les mots pour rassurer sur les fonctions intimes et agir vite sur la douleur chronique. C'est fondamental d'avoir le même discours que le chirurgien. Ça réduit l'anxiété du patient et ça améliore concrètement ses suites opératoires. C'est clair. Pour clore cette analyse, je voudrais partager une réflexion tirée de nos documents qui nous projette un peu dans l'avenir. Sur les nouvelles technologies, Oui, les textes parlent de techniques endoscopiques et robotiques en plein développement. On cite des acronymes comme ERTAR ou ECS. L'idée, c'est de reconstruire la paroi de l'intérieur de façon encore moins traumatisante pour ces fameux nerfs. c'est la prochaine grande révolution. Ça laisse rêveur. Imaginez à quoi ressemblera le discours de notre médecin dans 10 ans. Si ça se trouve, l'inguinodini sera devenue une relique du passé. Ce serait fantastique. La médecine ne s'arrête jamais d'évoluer. Sur cette pensée fascinante, notre exploration d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.